Est-ce que les inversions, c'est juste des acrobaties impressionnantes ou est-ce que ça a vraiment sa place dans une pratique de yoga? J'ai vu récemment sur Instagram, il y avait un enseignant, j'ai vu un de ses posts qui parlait du fait que les inversions, ben, il ne les enseignait pas tant que ça parce que ça présentait un risque pour les élèves et parce que tous les élèves ne sont pas prêts. Alors je comprends son point de vue, je comprends pourquoi lui il va dire ça, mais je vous avoue que c'est pas du tout le point de vue que j'ai. Et aujourd'hui on va justement voir pourquoi est-ce que les inversions en yoga c'est indispensable. Déjà, à quoi ça sert. Ensuite, les inversions du point de vue du yoga Iyengar. Et pour finir, comment pratiquer les inversions chez vous en toute sécurité. Bonjour à tous, moi je m'appelle Ludovic Muller, je suis enseignant de yoga Iyengar certifié et là ce que vous voyez en image c'est une reproduction d'une partie de mon examen de yoga Iyengar. Donc c'est la partie qui correspond à la présentation justement des inversions. Donc il y aura toute la série tout du long, donc je vais accélérer à des moments, mais il y aura toute la série aussi pour ceux qui sont en train de se former pour le mentorat de yoga Iyengar et qui sont intéressés de voir comment est-ce que moi j'ai présenté mes inversions. Voilà, ça je dirai pas plus sur l'examen. Si vous avez des questions à ce sujet-là très particulier qui concerne juste une petite partie de personnes, dans ce cas-là, envoyez-moi vos questions, vos remarques dans les commentaires et on discutera à partir de là. Tout d'abord, les inversions, à quoi ça sert? En fait, les inversions, déjà, on va parler plutôt de la posture sur les épaules et de la posture sur la tête. Il y en a d'autres familles d'inversions, mais je ne vais pas les aborder ici. Là, je vais aborder des postures qu'on voit déjà dans la première année de cours débutants. Donc, c'est des choses que la plupart des pratiquants de 1 an, 2 ans de yoga ont déjà rencontrées dans leur pratique. Alors, à quoi ça sert? Déjà, il y a énormément de bienfaits, des bienfaits en termes de renforcement des épaules, de renforcement des bras, de renforcement de la partie du haut du dos. Donc ça va nous demander de déployer beaucoup de conscience au niveau des omoplates, euh, de la nuque, du placement de la tête, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire lorsqu'on a une vie quotidienne plutôt régulièrement assise à un bureau ou voilà, de manière de la vie de tous les jours. Et donc ça c'est plutôt pour l'enveloppe physique. Et ensuite ça a aussi des effets sur notre enveloppe physiologique, notre enveloppe énergétique, comme on dit dans le yoga, la deuxième couche. Et donc il y aura des effets sur le souffle, sur nos organes, sur les systèmes à l'intérieur du corps, système respiratoire. On va respirer d'une autre façon lorsqu'on est inversé. C'est bien aussi pour le système circulatoire, le système lymphatique, le système endocrinien, donc par rapport au rééquilibrage des hormones dans le corps. Et aussi, il y a quelque chose, c'est que les inversions, ça nous fait vraiment prendre conscience de l'importance de la concentration, de l'effort, de faire une expérience dans la posture, et elle peut être vraiment très intense hein, pour beaucoup d'entre nous. L'expérience des inversions, c'est quelque chose qui nous fait face un peu à nos peurs, à nos doutes, à nos manques de confiance. Et est-ce qu'on peut passer ces obstacles? Est-ce qu'on peut traverser ces expériences de manière équanime, c'est-à-dire ne pas être dérangé ni par le plaisir, ni par l'échec, ni par la réussite, mais traverser ça comme n'importe quelle expérience. Et c'est en fait, on fait l'expérience de la vie, d'une situation un peu compliquée, au travers du yoga. Donc ça, c'est le contexte. Du point de vue du yoga Iyengar, on a une approche qui est très très particulière, qui est comme toutes les autres postures, sauf que les inversions, il y a vraiment un temps d'apprentissage. Ça demande un temps pour construire progressivement la conscience dans le corps et commencer par les choses les plus basiques, les plus élémentaires. Et donc ça veut dire au début prendre des précautions et aussi indiquer toutes les contre-indications qu'il pourrait y avoir à la pratique des inversions. Évidemment, si on a un problème au niveau des cervicales, si on a un problème d'épaule, on va avoir tendance à faire des ajustements spécifiques ou une autre posture que les inversions. Lorsqu'on a ces règles, selon le yoga Iyengar, lorsqu'on a ces règles, on ne fait pas ces inversions et il y a des bonnes raisons à cela. Et c'est pas que parce que le corps est inversé, c'est aussi une histoire d'engagement musculaire au niveau du bas-ventre,
au niveau du bassin. Je ne suis pas là non plus un spécialiste de la pratique pendant les règles, donc je vous invite à demander à une professeure pour vous en parler plus. Et il y a vraiment dans le yoga Iyengar, il y a une logique de progression. Donc, c'est-à-dire qu'au début, on va d'abord apprendre euh, les postures debout qui renforcent le dos, qui renforcent les jambes, qui donnent un certain sens de stabilité, d'équilibre, de mobilité, avant d'appréhender les inversions. Et en plus, au niveau de l'ordre, eh bien, lorsqu'on apprend d'une semaine à l'autre à des débutants les inversions, on va commencer d'abord par Alasana qui est la charrue, puis ensuite Sarvangasana qui est donc la posture sur les épaules, que certains appellent la posture de la chandelle, et puis finalement, seulement au bout de plusieurs mois, voire une année, voire plus, ça dépend de chaque groupe, ça dépend de l'enseignant aussi, on va introduire Shirshasana, la posture sur la tête, qui s'appelle d'ailleurs, dans son nom complet, qui s'appelle Salamba Shirshasana. Salamba, ça veut dire supporter. On est supporté par nos bras. D'ailleurs, pareil, Salamba Sarvangasana, on est supporté par les bras, par les mains dans le dos. Et vous remarquez qu'il y a un paradoxe, c'est qu'on l'apprend dans ce sens-là, Alasana, Salamba Sarvangasana, Salamba Shirshasana, mais lorsque on la pratique dans une seule session, on va plutôt la pratiquer dans l'ordre inverse. Et là, vous voyez à l'écran que euh, j'ai d'abord fait Adho Mukha Svanasana, qui est le chien tête en bas, Salamba Shirshasana, qui est plutôt une posture qui nous demande plus de force, qui nous demande plus de maintien, qui nous demande plus d'effort, et qui va avoir tendance à nous fatiguer plus. Donc, une des raisons pour laquelle on fait en premier, c'est elle est quand même assez fatigante. Donc, c'est là où on a encore de l'énergie quand elle arrive plus tôt dans la séance. Mais aussi parce qu'elle a un effet vraiment activateur. Elle nous rend alerte. On dit que c'est une posture aussi qui nous amène plus vers l'extérieur. Et d'ailleurs, si on fait une comparaison entre la posture sur la tête et la posture sur les épaules, moi j'ai fait la recherche. La posture sur la tête, quand vous regardez sur Instagram le nombre de posts, il y a 10 à 12 fois plus de posts, de publications sur la posture sur la tête que pour la posture sur les épaules. Donc ça veut dire que les gens sont plus fiers, quelque part, veulent plus montrer leur posture sur la tête, c'est plus impressionnant. Comme dit, on est plus fiers, on se souvient la première fois qu'on a fait l'équilibre, on se souvient un peu de notre progression, nos réussites, nos échecs. Alors que la posture sur les épaules, ben, c'est pas tellement impressionnant. Aussi parce que peut-être plus de gens arrivent à le faire, je sais pas. Ou moins de gens la pratiquent, ce qui est même un peu dommage. Mais voilà, il y a une différence, en tout cas sur les réseaux, et il y a une différence dans l'approche. Shirshasana est plus vers l'extérieur. Sarvangasana, c'est plus une posture qui nous amène vers l'intérieur, surtout après lorsque on fait Alasana avec les jambes de l'autre côté de la tête, eh bien, on est enroulé sur soi-même, donc ça veut dire que euh, c'est plus une posture qui est intériorisante. D'ailleurs, Shirshasana, on l'appelle aussi le roi des postures, c'est-à-dire que c'est vraiment le roi, il est installé, il projette. Et Sarvangasana, c'est la reine. Donc il y a une idée aussi de aller vers l'extérieur, aller vers l'intérieur. Et aussi, il y a d'autres différences au niveau forcément du placement de la tête. Shirshasana va être une posture qui renforce la nuque. Même, bien sûr, on lui demande de l'allonger, de ne pas tomber sur la nuque, mais forcément avec le temps, ça va renforcer la nuque. Et Sarvangasana, c'est plus une nuque allongée, ça va plus être un allongement, un étirement de la nuque. Shirshasana, c'est plus l'allongement de l'arrière du corps, alors que Sarvangasana, on va plutôt chercher un allongement à l'avant, parce que c'est là souvent que ça se raccourcit, c'est plutôt à l'avant. Et pour finir, en termes de comparaison, eh bien, Shirshasana, c'est plus une posture qui va agir sur la structure du corps, la structure externe, alors que Sarvangasana, c'est plus une posture qui va agir sur les organes, qui va être maintenue de l'intérieur. Et ensuite, pour finir,
comment pratiquer les inversions chez soi? Alors, il est préférable d'avoir du matériel, d'avoir des plaques, des couvertures, ou peu importe ce que vous utilisez pour faire Salamba, Sarvangasana, mais d'avoir un support. C'est intéressant pour plusieurs raisons. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Si vous voulez aller la voir, je la mets là au coin. Mais c'est vraiment, si vous voulez rester un certain temps, parce que c'est faire une expérience aussi. Il y a des effets qui vont se déployer aussi avec la durée. Donc il y a aussi de l'endurance qui va venir en jeu dans cette posture. Donc c'est bien d'avoir un peu de matériel, une couverture, plusieurs couvertures d'ailleurs, les plaques, et une ceinture pour tenir nos coudes. Ça, c'est toujours recommandé. Mais si vous n'avez pas de matériel, c'est aussi possible de faire cette posture, par exemple. On ne va pas avec les jambes vers le plafond, on ne va pas dans la posture finale. Il y a moins de contraintes sur notre nuque, donc c'est une bonne variante. Cette posture s'appelle Chatushpadasana. Et c'est une bonne préparation pour comprendre dans quelle direction vont les épaules, dans quelle direction vont les bras, pour peut-être préparer votre prochain cours. Si vous n'avez pas beaucoup de matériel, ça c'est une bonne variante. Et je vous montrerai aussi une autre variante intéressante plus tard, qui est Setubandha Sarvangasana avec briques. Donc, pratiquer chez soi. Alors d'abord, comme je le disais tout à l'heure, c'est important de pratiquer d'abord Shirshasana dans sa série, puis Sarvangasana, pour les effets que j'ai déjà expliqués, qui est de d'abord avoir une ouverture. D'abord, c'est une posture qui va nous amener plus vers l'extérieur, qui va nous amener, qui va nous rendre plutôt alerte, concentré. Et ensuite, on peut faire sa série comme on le veut, où on fait quelques préparations, peut-être avant Shirshasana, évidemment. Et ensuite, on fait ce qu'on veut, évidemment, entre les deux. Mais ensuite, plutôt vers la fin de sa pratique, lorsqu'on veut redescendre de cette activité de la pratique, eh bien, on fait le cycle de Sarvangasana. J'aime beaucoup une citation de Gita Iyengar, elle était connue pour dire ça. Elle disait, si vous deviez pratiquer qu'une seule chose chaque jour, faire à chaque pratique, c'est de pratiquer au moins ces deux inversions. C'est-à-dire la posture sur la tête et la posture sur les épaules, ou au moins une de ces variantes-là de la famille de la posture sur les épaules. Donc au minimum, ces deux-là. Donc si vous ne savez pas quoi pratiquer, organisez votre pratique personnelle autour de préparation de ces postures. Vous allez voir, c'est pas perdu, c'est vraiment un voyage, et c'est vraiment très intéressant. Et aussi, petit conseil, pratiquer autant l'un que l'autre. On a tendance, je sais, moi aussi, on a tendance à pratiquer plus la posture sur la tête. Parce qu'encore une fois, c'est une histoire de fierté, c'est une histoire de hop, on arrive à tenir, c'est bien, on est content. Et Sarvangasana, on monte, et puis au bout de 30 secondes, une minute, on est déjà ennuyé, on ne sait pas quoi faire, et du coup, on redescend. Donc, essayez de pratiquer autant l'un que l'autre. Donc, réfrénez-vous peut-être sur la tête et allongez un peu la durée sur les épaules. Bon, ça c'est un petit conseil. Ça c'est le cheminement du yoga qui nous invite à trouver un peu cette voie du milieu, du ni trop, ni pas assez. Comme je vous le disais, voici l'autre variation des choses qu'on peut faire lorsqu'on a une brique à la maison. Même moi j'en mets deux. Si vous êtes vraiment grand, que le tronc est vraiment long, les jambes sont longues, que vous avez une bonne courbure, vous avez une bonne pratique, vous pouvez intensifier en mettant deux briques, mais déjà une, c'est déjà pas mal. Maintenant, je vous laisse faire vraiment votre propre idée. Vous avez bien compris, moi, je trouve que c'est vraiment indispensable de pratiquer les inversions parce que ça nous ouvre énormément de portes dans notre posture. Il y a énormément de choses à enseigner. Moi qui suis enseignant, il y a énormément de choses à enseigner, à apprendre, à pratiquer. Ça nous demande du temps, ça nous demande de l'effort. Mais c'est vraiment toute la pratique du yoga qui se retrouve dans notre cheminement vers les inversions. Et ça renforce aussi le lien entre les élèves et l'enseignant. Un bon enseignant qui arrive à mettre ses élèves en confiance
il arrive il leur permet de dépasser leurs limites et c'est ça qui est aussi beau dans la relation entre les élèves et les enseignants. Et c'est ce qui vraiment moi me fait plaisir de voir des élèves dépasser leurs peurs, de dépasser ce qu'ils pensaient être leurs limites. Voilà, c'est assez beau de voir que moi qui ai appris tellement de choses auprès de mes enseignants, que maintenant j'ai la capacité de le transmettre aussi dans ce cadre-là du yoga Iyengar, mais aussi quelque part un peu à ma façon. Et vu que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, moi je vous invite à laisser un commentaire ou un pouce, ça signale à YouTube que c'est du contenu de qualité, enfin si vous pensez que c'est de qualité, que c'est intéressant, et que d'autres personnes méritent de le voir. Et vu qu'on parlait d'expérience du yoga, là je vous laisse une vidéo au sujet de Supta Virasana, qui est là aussi une posture qui est, c'est un voyage, hein, c'est vraiment des obstacles. Là, on va aussi en rencontrer. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Et ensuite, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo ou sur le tapis. Ciao.